Un élève décédé des suites de blessures, 23 autres blessés, dont 3 graves évacués à Bobo-Dioulasso. L'école primaire d'Andébé dans le Houé s'est effondrée en pleine composition des évaluations du 3e trimestre. 48 heures après les événements, le gouvernement réagit en Conseil des ministres. Il annonce des sanctions administratives et n'exclut pas une poursuite judiciaire. Tous les détails dans ce journal. Des animaux en divagation en plein cœur de la capitale burkinabé. La mairie de Ouagadougou n'en veut plus. Elle va en croisade contre les animaux en divagation. Les services techniques assistés par la police municipale ont capturé pour la seule journée de ce mercredi plus de 250 ruminants. L'opération se poursuit dans tous les arrondissements de la commune. Et puis, au Mali, le coup d'État se confirme. Le président de la transition a présenté sa démission au vice-président Assimi Goïta en présence des médiateurs de la communauté internationale. Des médiateurs qui étaient à Kati où sont détenus les 2 chefs de l'exécutif depuis leur arrestation le lundi dernier. Voilà pour l'ossature de ce journal. Bonsoir et soyez les bienvenus. Cette question pour commencer, quel sort réservé aux 4800 élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré? Vous le savez, le plus grand lycée du Burkina est fermé jusqu'à nouvel ordre suite aux violences scolaires. En Conseil des ministres du jour, l'exécutif s'est encore penché sur la situation et la priorité, ce sont les élèves en classe d'examen. Notre établissement a été identifié par le gouvernement pour les accueillir. Question de sauver leur année. L'autre question qui fait réagir l'exécutif, c'est bien l'effondrement des salles de classe. Le phénomène perdure depuis des années. À chaque saison pluvieuse, des bâtiments s'écroulent. Le dernier cas enregistré à Dandé dans le Houé a fait une vingtaine d'élèves blessés et malheureusement, un élève n'a pas survécu. Hervé Dapa. L'école encore une fois au cœur de l'actualité et au centre du Conseil des ministres de ce 25 mai. Dans un tout autre registre, des bâtiments de classe se sont effondrés dans au moins 2 communes depuis le début de la semaine. À Koudougou, au lycée de l'Amitié, il y a eu plus de peur que de mal. Mais dans la commune de Dandé, l'effondrement de 3 salles de classe a eu des conséquences beaucoup plus dramatiques. Et cela a occasionné donc le décès d'un élève, et donc de 24 blessés au départ, 4 graves qui ont été évacués donc à Bobo-Dioulasso. Et malheureusement, hier, donc, nous avons enregistré le décès d'un élève. Et comme l'a dit le ministre en charge de la communication du gouvernement, présente donc ses condoléances à la famille éplorée. Après le constat et les condoléances, les explications. Il faut dire que c'est un bâtiment qui a été construit sur transfert de ressources donc de l'État aux collectivités territoriales en 2013. Et ce bâtiment a été réalisé en 2014-2015 et malheureusement, 6 ans après, il s'est effondré et ça nous amène à nous poser beaucoup de questions sur la qualité de la réalisation des infrastructures, mais surtout sur le suivi contrôle de ces infrastructures. Et donc, j'ai été instruit donc, de collecter toutes les informations afin de voir sur le plan administratif et ou judiciaire ce qui peut être fait, en lien avec donc, les responsables qui auront été situés. L'autre actualité dans le secteur de l'éducation est également revenue sur la table de ce conseil, notamment le cas des écoles fermées pour cause des violences. Sur la question, les élèves en classe d'examen au lycée Philippe Zenda Kaboré peuvent entrevoir un horizon un peu plus dégagé. Nous avons réfléchi à l'effet de permettre aux élèves de classe d'examen de pouvoir donc sur on va dire les 2-3 semaines qui restent avant la clôture de l'année scolaire, pouvoir donc poursuivre leurs activités pédagogiques afin de passer donc les examens dans les mêmes conditions que les autres. Et donc, au niveau du lycée municipal Paspanga, donc il y a une partie des élèves qui va se retrouver à ce niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré en classe d'examen, et une autre partie se retrouvera au lycée municipal, lycée Bambata. Mais un communiqué donc du ministère en charge de l'éducation viendra préciser cette répartition. Quant au lycée Nelson Mandela, les cours devraient pouvoir reprendre dans les jours à venir, a annoncé Stanislas Ouaro. Vous venez de le suivre, le gouvernement qui tente donc de sauver ce qui peut encore l'être à propos des écoles fermées
Suite aux violences, les mesures ont plutôt commencé ce 26 mai, date de début des épreuves sportives de l'examen du BEPC, session 2021. Les lycées Philippe Zenda Kaboré et Nelson Mandela étant fermés jusqu'à nouvel ordre, les candidats de ces centres ont vu leur jury délocalisé. Les nouveaux sites ont été pris d'assaut très tôt ce matin, du lycée municipal Bambata au lycée Marienne Ngouabi, en passant par le lycée mixte de Gounguin. Aucune perturbation n'a été enregistrée. Les épreuves sportives se poursuivent jusqu'au 30 mai prochain. Justin Amontou. Les épreuves sportives qui devaient précédemment se tenir au lycée Nelson Mandela et au lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou se tiennent finalement dans 3 autres établissements. Une délocalisation pour éviter les perturbations des élèves grévistes et assurer le bon déroulement des examens sportifs du BEPC. Malgré la délocalisation, tout se passe bien au lycée Marienne Ngouabi, selon 7 responsables d'épreuves sportives. C'est vrai que les jurys ont été délocalisés. Mais les enfants se sont retrouvés. Pour le moment, ça se passe bien. Nous sommes en train d'orienter les enfants pour qu'ils sachent quand est-ce qu'ils doivent passer, parce qu'on ne peut pas les prendre tous aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à signaler. Même constat au lycée municipal Bambata. Comme l'information était donnée bien avant, ils ont pu trouver les jurys. Pour le moment, il n'y a pas de problème. On a moins d'absents. Tu es classé comment? Voilà. De 6h30, on était déjà sur le terrain. La délocalisation a un peu perturbé certains candidats. Ils ont parfois du mal à s'orienter ou à connaître la date de leur passage. Il y a ma soeur qui n'arrive pas à retrouver son jury. Donc, c'est ce qui a fait que je suis allé voir les examinateurs qui ont pu régler facilement les problèmes là. D'autres, quant à eux, ont pu bénéficier de l'assistance de leurs parents. Mon papa est venu me déposer. Après, il a attendu, on a fait l'appel et il m'a regardé faire la vitesse. Après, il est parti. Moi, je viens de finir et ça se passe bien. Tout se passe à merveille ce matin. Selon ce responsable d'établissement, l'important est que tout se passe bien malgré la délocalisation du jury. Ce n'est pas tous qui habitaient dans l'environnement immédiat du Zenda, donc délocalisé, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai, pour certains qui étaient à côté, qui allaient à pied, il y a une petite distance à faire, mais c'est déjà ça de gagner, de savoir que l'examen a lieu et que ça a bien commencé. C'est l'essentiel, que nous puissions vraiment lancer ces épreuves-là en toute quiétude. Je crois que c'est l'essentiel. À Ouagadougou, la majorité des candidats aux épreuves sportives du BEPC ont déjà effectué leur passage. Il ne reste plus que les candidats des 2 centres délocalisés. Le souhait des différents acteurs est que tout se déroule bien pour permettre aux élèves candidats au BEPC de composer dans la quiétude. Une opération d'envergure de capture d'animaux en divagation à Ouagadougou. L'opération concerne les 12 arrondissements. Après la capture, les propriétaires ont jusqu'à 72 heures pour entrer en possession de leurs animaux contre le paiement d'une amende et des droits de fourrière. Passé ce délai, les animaux seront vendus au profit du budget communal. La municipalité qui veut ainsi mettre fin au désagrément causé par ces animaux. Abdou Aziz Sari. Une véritable course-poursuite entre les agents de la police municipale et les animaux en plein cœur de la capitale burkinabé. Ces moutons en divagation perturbent la tranquillité des citoyens et troublent l'ordre public selon les forces de l'ordre. Ils sont à la base de nombreux accidents et créent l'insalubrité dans la capitale. C'est pourquoi ils procèdent ce 26 mai à leur capture sur instruction du maire de la ville de Ouagadougou, Armaroula Pierre Bewende. Au terme de cette journée, ce sont plus de 250 animaux qui sont tombés dans les filets de la police. Cette opération répond à l'application de la délibération 2018-165 de la commune de Ouagadougou relative à la répression de la divagation des animaux dans la ville de Ouagadougou. Vous savez que, en matière de salubrité publique, la divagation des animaux occasionne beaucoup d'actes d'insalubrité. Il y a les excréments un peu partout dans la ville de Ouagadougou. Également, nous avons la détérioration de l'environnement. Vous êtes sans ignorer que les gens nous interpellent tous les jours par rapport aux dégâts que causent les animaux dans la ville de Ouagadougou. Notamment les plants que les gens plantent. Chaque année, il faut perpétuellement recommencer.
Cette opération de capture d'animaux en divagation va concerner tous les 12 arrondissements de Ouagadougou. Après la capture, les propriétaires ont 72 heures pour rentrer en possession de leurs animaux contre paiement des amendes et des droits de fourrière. Passé ce délai, les animaux seront vendus au profit du budget communal. Dans notre mode opératoire, nous ne fréquentons pas les domiciles, c'est uniquement sur la voie publique que nous intervenons. Lorsque nous voyons un animal en divagation, nous intervenons. Et l'animal est en divagation lorsqu'il n'y a pas de guide. Si l'animal est guidé, vous allez voir, vous avez constaté avec les éléments, un animal guidé n'a pas été capturé. Selon la délibération portant révision des amendes et droits de fourrière, les propriétaires des animaux capturés courent une amende de 30 000 francs par tête et les droits de fourrière est de 5 000 francs par jour. L'opération s'étend sur 4 jours à raison de 3 arrondissements par jour. Et parmi les arrondissements concernés par cette opération, il y a l'arrondissement 11 de Ouagadougou où des populations sont à couteau tiré avec leur mairie. Au cœur de la discorde, une réserve administrative qui sert de cadre d'expression et de fête aux jeunes. Le conseil municipal envisage à transformer le site en question en un marché provisoire devant accueillir des commerces installés sur un autre site appartenant à l'ONEA. De quoi déclencher le courroux de plusieurs résidents. Ils ont manifesté avec véhémence leur refus pour, disent-ils, sauver le seul cadre qui existe encore dans la zone. Reportage. Voici la réserve administrative de toutes les discordes à l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Pour ses habitants, c'est presque la seule dans la zone qui existe encore. Elle est considérée comme un des poumons verts du secteur 46 et c'est le lieu de rencontre par excellence pour parler des défis de la zone. Alors, quand le conseil municipal envisage de la rendre en un marché provisoire, il déclenche la colère des habitants. On n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord sur la dessus. Voilà. Et que le maire sache qu'on est prêt à aller où il veut. On ne va pas accepter qu'on vienne détruire notre nature pour en faire un marché. Pourquoi vous tenez tant à cet espace? Nous, on tient tant à cet espace parce que c'est un endroit de loisir pour les jeunes du quartier. Voilà, c'est le seul coin qui reste. C'est le seul qui nous reste. Toutes les réserves ont été vendues par des commerçants qui ont vendu. Il y avait plein d'espace, il y avait des trous. Comme ce n'était pas bouché, ils n'ont jamais dit que c'est échoué. Ça soit un jour, on se rend compte que c'est un commerçant qui est en train de boucher. Comme quoi il a acheté. Il a acheté par qui? Par la mairie. C'est la mairie qui les a donnés. Sinon, nous, on a bouché. Si c'était un commerçant qui avait occupé et que c'est la mairie qui l'avait donné, ils ne vont pas se lever un jour venir le dire de quitter parce qu'ils ont une urgence de commerçants qui veulent s'installer. Et ce qui enfonce le clou, c'est quand des marchés se côtoient dans la même localité. À moins de 500 mètres, il y a le marché de 4 yards, sans compter 2 autres marchés non loin de la réserve. Un des marchés n'est pas encore occupé. C'est une urgence, ils ont dit c'est une urgence. Il y a un marché qui est vide. C'est donc ils ont attribué, qui ne sont pas partis s'installer, qu'on récupère et réattribuer puisque c'est un endroit public. Ils sont en location, ça ne les appartient pas. Ce n'est pas une parcelle. On a juste remis pour pouvoir s'installer. S'ils ne veulent pas s'installer, il y a plus de 5 ans que ça a été attribué. En 2012. Et si vous-même vous avez passé, vous sentez que ça n'a jamais été occupé. Et là-bas, même en ce temps, il y avait des arbres. Ils ont détruit ces arbres-là. Ce que nous-mêmes, on voulait savoir, poser des questions au maire, il y a certaines questions qu'on voulait le poser, mais ils ne nous ont pas donné la parole. Nous, en fait, c'est une imposition, parce qu'on ne nous laisse pas parler. Voilà. Donc, suite à cela, maintenant, nous, on veut prendre l'opinion en témoin, parce que c'est le seul coin qui nous reste. C'est le seul coin qui nous reste. Voilà. Contacté, la mairie de l'arrondissement 11 a reconnu qu'effectivement, un projet de réaménagement de la réserve est prévu. Préférant un entretien téléphonique, le deuxième adjoint au maire explique qu'il s'agit d'un marché provisoire pour réinstaller des commerçants aux abords des installations de l'ONEA du marché de 4 yards. Il est du reste surpris de cette réaction de ses administrés qui ont pourtant pris part à une rencontre sur la question sans qu'ils n'expriment leur opposition. Fin des assises nationales sur le nouveau référentiel national de développement. Après 48 heures de réflexion sur le projet de document, les participants l'ont approuvé à l'unanimité. Le RND n'attend désormais donc que son adoption officielle en fin juin avant que la stratégie de financement ne soit déroulée par l'exécutif. Sandrine Zougouri.
Comparativement au PNDS, qui était articulé autour de 3 points, le RND, le nouveau référentiel national de développement regroupe quant à lui 4 points, notamment la sécurité, les réformes institutionnelles, le développement du capital humain et l'économie. Le premier axe porte sur la résilience, la sécurité, la paix et la cohésion sociale qu'il nous faut consolider. Et le deuxième axe porte sur l'approfondissement des réformes institutionnelles et la modernisation de l'administration publique qu'on doit poursuivre. Et le troisième axe porte sur la consolidation du développement du capital humain et la solidarité nationale. Et le dernier axe porte sur la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois, donc qui est une tâche lourde qu'il faut également continuer comme dans le cadre du premier plan. Approuvé par l'Assemblée nationale, ce document viendra non seulement consolider les efforts du gouvernement, mais aussi placer la barre haute en termes de développement au Burkina Faso. L'un des points lesquels ont insisté les OSC, c'est l'équilibre du développement sur le plan régional. Et là où je suis encore satisfait, c'est le fait qu'on ait mis l'accent sur la nécessité de prendre en compte les régions dans le sens de réduire les disparités de développement des régions pour créer une certaine harmonie dans le développement de notre pays, et au lieu de continuer avec ce qu'on pourrait qualifier de développement déséquilibré du pays, ce qui crée parfois des sentiments de frustration. Donc, et ça, c'est un aspect, par exemple, qui a été discuté, qui a été pris en compte et qui mérite d'être relevé. Bien vrai que le document est à la hauteur des attentes, mais quelques points restent toujours à parfaire. Ils ont fait l'objet de plusieurs recommandations. Le recours à des modèles d'imposition innovants pour financer certains projets, la promotion de la coopération civilo-militaire dans le cadre de l'exécution de certains projets de développement et plus généralement l'application du principe de la subsidiarité pour la mise en œuvre de certaines actions. Troisièmement, la prise des dispositions nécessaires pour faciliter l'appropriation du référentiel par les populations. Et enfin, je note la relecture du texte régissant le Fonds de développement minier, le Fonds minier de développement local, pour plus d'équité entre les collectivités territoriales. Au thème des assises nationales sur le référentiel national du développement, le comité aura jusqu'à la fin du mois de juin pour finaliser le document. En ce qui concerne le coût global du RND, aucun chiffre n'est donné pour le moment. On annonce l'organisation d'une table ronde dans les semaines et les mois à venir pour récolter les fonds. Et s'il y a une frange de la société qui mérite d'être prise en compte dans l'élaboration de ce nouveau référentiel, c'est bien la jeunesse qui représente 70% de la population. Ce matin, la jeunesse était représentée par l'ANC, l'Alliance des Nouvelles Consciences, au chef de file de l'opposition politique, pour plaider sa cause. Au menu des échanges avec Eddy Komboyogo, comment améliorer la représentativité des jeunes à l'hémicycle, les jeunes qui appellent au retour du Parlement des jeunes après plus d'une décennie de suspension. Benjamin Kwame. Eddy Komboyogo reçoit un plaidoyer en faveur de la représentativité des jeunes dans les institutions. Un document confectionné par Marc Bonogo et sa délégation. Ils sont de l'Alliance des Nouvelles Consciences reçus en audience par le chef de file de l'opposition politique. Un seul point majeur au cœur des échanges, faire revenir le Parlement des jeunes au Burkina Faso. Marc Bonogo et ses collaborateurs restent convaincus que les jeunes ne sont pas représentés comme il se doit dans les instances décisionnelles, pourtant occupent près de 70% de la population burkinabé. Plus d'une décennie que le Parlement des jeunes a été supprimé, il est grand temps qu'il signe son retour pour permettre aux jeunes de défendre leurs intérêts auprès des autorités. C'est pourquoi d'ailleurs la délégation demande l'accompagnement du chef de file de l'opposition. Au Burkina Faso, aussi bien dans le gouvernement que dans le Parlement burkinabé, aucun jeune, mis à part donc au Parlement où nous avons un député, un élu national qui a 34 ans, aucun jeune n'est représenté dans ces instances décisionnelles. Le retour du Parlement des jeunes peut être une tribune
au fait donc à cette jeunesse de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aussi dérouler donc le tapis donc de la défense de ses intérêts à l'endroit des autorités politiques de notre pays, le Burkina Faso. L'Alliance souhaite donc que le chef de file de l'opposition porte la voix de la jeunesse burkinabé auprès des 127 députés que compte l'Assemblée nationale afin que ce plaidoyer ait un écho favorable. Mais avant, Eddy Komboigo évoque quelques raisons qui emmènent justement ces jeunes à restaurer le Parlement des jeunes. Quand vous faites le point sur notre formation d'éducation nationale, nous constatons que c'est un échec global depuis les années 60 à aujourd'hui. Nous sortons 2000 jeunes en économie, 2000 jeunes en sociologie, 2000 jeunes en droit, 2000 jeunes dans toutes les formations purement littéraires et non techniques. Or, notre économie a surtout besoin de formations techniques, professionnalisantes. Ils se plaignent parce qu'ils ne sont pas insérés dans la vie de la nation, c'est vrai. Mais ils se plaignent d'abord parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils parlent des postes politiques. Encore faut-il qu'ils aient des postes professionnels pour gagner leur vie dans un premier temps et ensuite un engagement politique. Au-delà de cette situation, Eddy Komboigo compte les accompagner dans cette démarche. La proposition qu'ils ont eu à faire, c'est de ramener le Parlement des jeunes. Nous ne sommes pas contre. Nous allons certainement les accompagner, mais j'ai demandé de faire un diagnostic, de faire une analyse pour savoir pourquoi ce Parlement des jeunes a été supprimé. À noter également que l'Alliance des Nouvelles Consciences est une association de jeunes présente dans 5 régions du pays. Et historiquement, le Parlement des jeunes a été institué au Canada en 1999 lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement. De l'informel, le CNDI veut passer au formel. Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso veut revoir son statut. Une stratégie nationale a même été élaborée à cet effet. Pour sa formalisation, le Conseil a entrepris plusieurs démarches pouvant lui permettre d'assurer un travail décent à ses membres. C'est pour suivre ce processus que le directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail pour le Burkina Faso a échangé hier avec les membres du Conseil. Compte rendu, Benjamin Kwame. Au siège du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, Brahima Tandé, le premier vice-président du Conseil, présente l'institution à Frédéric Lapère. Le Conseil de l'économie informelle, c'est plus de 1000 associations professionnelles reparties dans les 13 régions du pays. Il a déjà tenu son congrès constitutif au cours duquel de nouvelles ambitions ont été dégagées. L'organisation de Salifou Nikiema, jouant un rôle prépondérant dans l'économie du Burkina, veut passer de l'informel au formel. Son plan d'action a été validé par le gouvernement et cette transition doit être exécutée pour assurer un développement durable du pays, de l'avis de Frédéric Lapère. Il n'y aura pas de meilleur monde du travail s'il n'y a pas une transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Puisque c'est dans l'économie informelle où la plupart des gens travaillent, gagnent les moyens de faire vivre, des fois difficilement leur famille, avec des très faibles niveaux de revenus, des très hauts niveaux de vulnérabilité et de risque. Et donc tout développement durable passe par justement un intérêt des décideurs politiques pour ceux qui sont dans l'économie informelle et qui ne le sont pas par choix, ils le sont par nécessité, puisqu'il n'y a pas de place pour eux dans l'économie formelle. Cette première visite du représentant de l'OIT au Burkina Faso vise en clair à prendre part à la validation de la stratégie nationale intégrée pour la formalisation de l'économie informelle vers l'économie formelle, avec en ligne de mire comment améliorer le monde du travail au Burkina. Un point important ici, c'est la couverture de protection sociale. C'est un acteur qui va jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la stratégie, puisque c'est lui qui va assurer au niveau provincial, au niveau régional, mais au niveau national aussi, que la voix des acteurs de l'économie informelle est bien prise en compte, à la fois dans la formulation des politiques, mais aussi dans sa mise en œuvre. La question de la protection sociale, il est essentiel d'étendre la couverture de protection sociale, et notamment l'assurance maladie, aux acteurs de l'économie informelle, puisque la maladie ou les accidents du travail, c'est quand même une des sources principales d'insécurité
pour les travailleurs dans l'économie informelle. C'est donc une visite de Frédéric Lapeyre qui réconforte les acteurs du Conseil de l'économie, eux qui demandent que les autorités du pays revoient leur statut car étant vulnérables par moment. Aujourd'hui, que ces acteurs qui sont vulnérables, comme il a su le dire, de par leur activité. Aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un travaille, il n'est pas assuré. Ça veut dire du jour au lendemain, s'il a une maladie, il n'a pas de couverture sociale, ça peut impacter sur le capital même de l'unité de production. Il faut travailler à ce qu'il y ait une couverture sociale de ces acteurs urbains. Donc nous sommes vraiment honorés de cette visite. La stratégie nationale intégrée pour la formalisation de l'économie informelle vers l'économie formelle, dans son élaboration et son exécution, est appuyée financièrement et techniquement par le Bureau international du travail, il faut le savoir. L'heure du bilan a sonné au projet Contrat durable pour le riz des Hauts-Bassins. Les acteurs de ce projet porté par la rizerie Wendiam et les coopératives de producteurs de riz de Banzon-Sana et de Congo-Likoro ont fait le point de la campagne agricole et de commercialisation 2020-2021. Ils ont également défini les perspectives pour l'atteinte des objectifs de la prochaine campagne. Kader Kondé et Soto Justin Dabiri. L'heure est au bilan à la rizerie Wendiam à travers le projet Contrat durable pour le riz des Hauts-Bassins. Au cours de cet atelier, le bilan de la campagne agricole et de commercialisation 2020-2021 sera présenté par les acteurs du projet. Les participants vont également identifier et analyser les difficultés rencontrées en matière de production et de commercialisation du riz, discuter des mesures spéciales à mettre en œuvre pour la prochaine campagne et proposer un schéma d'approvisionnement en intrants des coopératives de production de riz. Si tu vois qu'on est en train de faire un bilan, ça veut dire qu'il y a la certification, même si ce n'est pas beaucoup. Donc maintenant, comment il faut faire maintenant pour aller de l'avant? C'est ensemble maintenant qu'on peut trouver la solution pour accélérer. Mais actuellement, nous avons une capacité de 4 tonnes à 4 tonnes 5 à l'heure. Si tu regardes le minimum, même si on ne va rien faire, c'est 60 tonnes par jour. Si tu veux produire 60 tonnes par jour, en 10 mois, tu dois faire combien de tonnes? Donc ça veut dire qu'on demande beaucoup. Mais sans l'accompagnement, c'est le n'est rien. Donc l'usine, c'est pour les producteurs. Nous-mêmes, nous sommes des producteurs. Donc c'est ensemble qu'on peut développer notre agriculture. Les attentes pour la campagne agricole 2021-2022 sont nombreuses. Pour Julien Ouedraogo, directeur régional en charge de l'agriculture des Hauts-Bassins, les acteurs devront s'appuyer sur le bilan de la présente campagne pour éviter les erreurs du passé. C'est vrai que c'est un bilan. Et ensuite, c'est surtout la prévision pour l'année à venir. Déjà, on aura le contrat. Vu les difficultés de l'année passée, si on arrive à relever ces difficultés, quelles sont les intentions de vente de riz? Et ça sera l'occasion déjà de commencer à initier les contrats d'achat. Donc, c'est chaque producteur qui est là, chaque bas-fond qui est là, déjà sait quelle est la quantité qu'il souhaiterait mettre à la disposition de la rizerie Wendiam. Et c'est ça qui est très important. Prévu de juin 2020 à mai 2023, dans le cadre du projet d'agriculture contractuelle et de transition écologique, le projet Contrat durable pour le riz des Hauts-Bassins est cofinancé par l'Agence française de développement et les bénéficiaires. C'est un genre littéraire qui fait appel au paroxysme de la volupté, un genre qui surfe sur la sapiosexualité, qui se définit comme étant une attirance sexuelle pour les personnes intelligentes. La littérature burkinabé vient de s'enrichir avec un ouvrage sur cette thématique et c'est l'écrivain Alain Sarah qui met sa plume au service du lecteur. Les tranches de vie d'un faux sapiosexuel a été dédicacé le week-end dernier. Madina Sionou. C'est un livre qui se veut différent des autres. Une différence perceptible déjà par la couverture. La nudité d'un homme pour illustrer les tranches de vie d'un faux sapiosexuel. Un sapiosexuel étant une personne ayant de l'attirance sexuelle pour les personnes intelligentes. Dans cette œuvre de Alain Sarah, l'écrivain plonge ses lecteurs dans le feu ardent d'une passion partagée par deux êtres explosifs. Les tranches de vie d'un faux sapiosexuel, loin d'être un manuel sexuel, donnent la liberté au lecteur de tirer les leçons qu'il souhaite en confrontation avec leurs propres expériences, selon l'auteur. Il veut également, à travers ce livre, réveiller un genre particulier que l'on pensait disparu de la littérature africaine. La littérature burkinabé, j'ai la plupart des livres qui sont sortis récemment. Et
Il y a des formes de littérature que je vois rarement au Burkina Faso, sinon des formes de littérature qui sont presque inexistantes. Moi, je voulais dire, un Burkinabé aussi peut avoir une certaine ouverture, un certain état d'esprit et être dans une proposition aussi qui marche, quelque chose de différent. Et c'était ça mon intention. Et j'espère que ça va marcher. Mais quand je vois la réaction des uns et des autres, ça veut dire que ça marche déjà. Et pour moi, c'est une grande satisfaction. La lune avait tes yeux de gazelle et ses rayons me faisaient frémir comme tes caresses. Extrait des tranches de vie d'un faux sapiosexuel qui raconte 80 histoires toutes aussi sensuelles les unes que les autres, adressées à une femme aimée depuis l'adolescence. Les lecteurs présents à la dédicace sont déjà séduits par l'audace de l'écrivain. C'est des livres qui sont osés. On n'en voit pas partout. L'auteur s'exprime. Ça ne veut pas forcément dire que ça parle de lui. Mais il nous raconte à travers des histoires, je pense que c'est 80 histoires, non, que je dois lire dans ce bouquin pour comprendre un peu comment les gens peuvent se libérer dans leur vie, comment ils peuvent accéder à un certain summum de leur plaisir personnel. C'est une sorte de libération aussi sur le plan personnalité. C'est-à-dire que les gens doivent apprendre à se libérer, vivre leurs sensations, vivre leur plaisir sans tabou, sans peur. Et je dirais que c'est très nouveau ici chez nous au Burkina parce que les gens s'impliquent trop dans ce que l'autre va penser de soi. Et je pense que ce livre vraiment est un début pour que nous apprenions un peu à lâcher prise. Les tranches de vie d'un faux sapiosexuel, ce livre de 257 pages, a été édité à Paris en France. Il est disponible uniquement sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook Carrefour du livre, au prix de 12 000 francs CFA. L'auteur Alain Sahara est un écrivain et officier de l'armée burkinabé. L'actualité malienne à présent, retenue depuis lundi dernier par des militaires ayant perpétré le coup d'État d'août 2020. Le président de la transition et son premier ministre ont finalement démissionné ce début d'après-midi. Mbadao et Mokhtar Wane ont reçu la visite des médiateurs de la communauté internationale ce jour même. Et c'est au cours de cette visite que la démission aurait été présentée au vice-président Assimi Goïta à la manœuvre de ce coup de force. Ils avaient été démis de leurs fonctions par le vice-président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta. Ce mercredi, le président Bandao et son premier ministre Mokhtar Wane ont officiellement pris acte de cette décision en annonçant leur démission. C'est ce qui ressort des négociations en cours à Kati pour leur libération et la formation d'un nouveau gouvernement. Une délégation de la CEDEAO s'est rendue dans le camp militaire où les deux hommes sont retenus depuis lundi pour rencontrer les membres de la transition. Pour le colonel Assimi Goïta, les deux hommes ont été arrêtés pour préserver le Mali et les intérêts du peuple. Il a aussi indiqué que le calendrier électoral serait suivi comme prévu en 2022. Selon plusieurs sources, une délégation du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques aurait rejoint Kati pour des discussions. L'Union africaine, la CEDEAO, appelle à la libération des deux hommes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dans un tweet au calme et à la libération inconditionnelle de Bandao et Mokhtar Wane. Cette actualité sportive, avant de nous quitter, l'ASFA Yenega contre l'ASFB, ce sera l'affiche de la finale 2021 de la Coupe du Faso. En demi-finale ce soir, l'ASFA a pris le dessus sur l'AS Police par 2-1 et les Buffles de Sia, eux, ont dominé la talentueuse équipe de l'AS Tema Bouquin 2-1. Le dernier titre de l'ASFA en Coupe du Faso date de 2013. Tandis que l'ASFBL a été finaliste malheureuse en 2018 face à Salitas. La finale se jouera à Banfoura, dans la cité du paysan noir. Voilà donc qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Bagassi dans les Ballets. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.